La pointe du bout du monde, le surnom donné à cet endroit, résonne comme une invitation au voyage. Chasseron avec son phare qui rappelle à quel point naviguer ici peut être dangereux marque l'extrémité nord de l'île d'Oléron. Avec ses deux côtes, l'une battue par l'océan et ses vagues parfois violentes, l'autre face au continent d'apparence plus calme, l'île offre une diversité d'ambiances et de paysages. Avec nos invités, vous allez découvrir un espace naturel riche et complexe, en perpétuel mouvement à cause des vents et des marées, mais aussi des activités humaines. Cap sur l'île d'Oléron, intime et sauvage. « 35 km de long, 8 au plus large, l'île d'Oléron est après la Corse la deuxième plus grande île métropolitaine. Avec une telle façade maritime, on pourrait croire que les Oléronais sont avant tout des marins répondant depuis toujours à l'appel du large. Il n'en est rien. Car Oléron est une île de terriens qui ont savamment su utiliser les particularités de ce territoire à fleur d'eau, entre océan et continent. Julien Capmas, professeur de voile, est venu s'installer sur l'île pour profiter de l'Atlantique. Rapidement, il s'est d'ailleurs mis au stand-up paddle pour goûter autrement les vagues océanes. Mais depuis quelques années, c'est un autre terrain qu'il explore, une terre amphibie, un labyrinthe aquatique au milieu de l'île. Toi, le marin, tu as eu la drôle d'idée de venir explorer cet endroit avec cet engin, le paddleboard. Voilà, écoute, c'est un peu le hasard qui m'a amené là, en me promenant tout simplement. Par curiosité, j'ai découvert le site et je me suis aperçu que très vite, à pied, on était un petit peu limité. Alors j'ai essayé de prendre une planche à voile, une pagaie, et je suis parti sur les chenaux sans vraiment savoir où j'allais. En fait, c'est un super outil pour découvrir ce milieu parce qu'on est debout. Assis, c'est un petit peu frustrant. T'as quand même envie de voir tout ce qu'il y a autour. Le paddle, c'est tellement rapide à l'apprentissage. T'as 10 petites minutes de mise en jambe. Tu es un peu crispé, et puis ensuite tout de suite tu vas commencer à regarder le paysage. Donc un moyen de locomotion quasi hawaïen pour découvrir les marais Saint-Onger, c'est ça? Oui, exactement. C'est vrai que de notre point de vue, on ne voit pas les étendues d'eau. Mais en fait, c'est énorme. Il y a un tiers de l'île qui était recouverte de marais. Il n'y a rien de plus beau que la liaison de la mer et de la terre, en fait. Et là, on est en plein dedans. Donc, le fait de savoir que là, il y a des crabes, des crevettes, des poissons, et en même temps, parfois des vaches qui viennent là sur les bords, c'est quand même tellement insolite. On est quand même sur un milieu qui a été complètement transformé par l'homme ici. Au départ, c'était un marais maritime. On ne pouvait pas en faire grand-chose. Donc la mer rentrait régulièrement. Et à la fois, on s'est dit, on va exploiter le marais pour cultiver le sel. Ça, c'était dès le 9e siècle. Et en plus, en creusant le marais, on a mis la terre sur les bords, qu'on appelle les bosses, et on a pu commencer à faire de l'agriculture. Ça raconte une page de l'histoire importante de toute cette région, l'or blanc, le sel. Alors évidemment, on n'a plus conscience, puisque tout ça a été abandonné. Mais dès le 9e siècle, ça a démarré pendant pratiquement 1000 ans. C'est l'histoire économique et sociale de l'île. On est loin des plages, des touristes, et c'est là aussi Oléron. Oui, c'est bien de prendre conscience que voilà, c'est qu'une petite partie de l'histoire de l'île, le tourisme. C'était avant tout un pays de paysans, en fait, l'île d'Oléron. C'est beaucoup plus grand là où est-ce qu'on se trouve? Là, on se trouve sur le grand chemin de la Pérotine. C'est lui qui prend sa source à la mer et voilà, qui va abreuver après plein de petits canaux qui vont eux-mêmes nourrir les marais salants. Là, si on va jusqu'au bout, on arrive où? À Boyarville. Donc on arrive à la mer, quoi. À l'embouchure, voilà.
Ah, dis donc, là, on sent le vent. Ah bah là, tout d'un coup, c'est plus la même. Wow. Alors, vent et courant de face, c'est-à-dire que là, il faut engager le corps. Allez, on va passer carrément de l'autre côté pour faire moins d'efforts. Ah, là, on reconnaît le prof de voile, hein, ici. Il lit le vent. Vite, vite, à l'abri. Qu'est-ce que tu trouves, toi, dans ce marais que tu ne trouves pas ailleurs? Ah ben, moi, au public, tout le monde dit la même chose. Ce qui est impressionnant, c'est la sérénité. Il y a quelque chose, un calme, une quiétude dans le marais qui est absolument incroyable. Et là, avec la lumière du soir, c'est... T'es posé, je sais pas, c'est cotonneux, c'est un moment de rêve, enfin, vraiment. T'es dans la nature. T'es pas à côté, voilà. Les Oléronais ont beau être historiquement avant tout des terriens, des agriculteurs, des éleveurs, ils n'allaient pas pour autant se priver d'une ressource alimentaire à portée de main, les poissons. Peu enclins à s'embarquer sur des navires pour affronter une mer réputée pour son caractère, ils ont développé un système particulièrement ingénieux, quasi unique en France, les écluses à poissons. Pour découvrir ce patrimoine, nous repartons au nord de l'île, juste à côté de la pointe de Chassiron, sur la commune de Saint-Denis-d'Oléron. C'est loin de la côte, là. Hein. Bah, il faut marcher, oui, un quart d'heure, 20 minutes pour y accéder. Déjà, c'est un premier effort. Tu la connais depuis combien de temps, toi, cette écluse? Bon, là, évidemment, je suis natif de Saint-Denis, donc cette écluse, je la connais depuis toujours. J'ai accompagné mon grand-père, mon père, et puis voilà, maintenant c'est mon tour, quoi. Les écluses à poissons, dont on retrouve trace dans les écrits seigneuriaux du Moyen-Âge, vont se développer de façon spectaculaire à partir du XVIe siècle. On en trouve aussi sur l'île de Ré et à Noirmoutier, mais c'est à Oléron que la technique a prospéré. On en comptait plus de 230 à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 17 en activité. Ah, c'est impressionnant, hein. Ça fait quel diamètre? 400 mètres. Et donc là, le terrain de pêche, alors? 400 mètres d'entretien du mur. Et là, c'est le terrain de pêche. Donc là, on a le bouchot où l'eau s'écoule par là, évidemment, puisque le principe, c'est que l'eau, effectivement, puisse pratiquement entièrement s'en aller de l'écluse, que l'écluse puisse presque totalement se vider, pour qu'on puisse facilement attraper le poisson. Alors, le poisson, il vient d'où? En fait, c'est quoi, le principe? Voilà, le poisson arrive plutôt du large, bien sûr. Donc il arrive là, en l'occurrence, du nord, d'Antioche. Il entre dans l'écluse, parce qu'il vient manger essentiellement, hein. Et puis, à fur et à mesure que la mer descend, s'il s'attarde un petit peu trop à manger, à fouiller dans le sol les petits crabes, les petits poissons, il va se retrouver prisonnier, quoi. Tiens, regarde là. Deux mulets, une orphie, voilà. Les mulets vont sans doute pas être faciles à attraper. En principe, ils ne se laissent pas faire. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, le principe c'est ça, c'est de pouvoir attraper le poisson. Il est beau. Voilà, pas mal, prenable. Waouh, magnifique. Voilà, donc là tu as une orphie. Voilà. Ça se mange, ça? Ça se mange, c'est pas très goûteux. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais la laisser repartir. Ouais. Tu vois, hein, voilà. C'est beau, hein? Mais ce qui est sympa aussi dans cette pêche, c'est de se dire, bah, ma foi, il y a du poisson, mais je le laisse.
parce que finalement, voilà, c'est pas, soit c'est une espèce qui ne m'intéresse pas, soit il est trop petit, soit j'en ai assez, et puis ce qui est en trop, je le laisse. Ça va repartir et faire des petits à nouveau, quoi. Voilà. Oh là, c'est une drôle de pêche, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Sylvain? Voilà. Alors on a ramené 2 pierres, parce qu'on a une petite brèche. Il faut la réparer rapidement, parce que si on ne la répare pas rapidement, si la mer continue à être forte, en quelques jours, on peut avoir une brèche de 10 mètres. Donc pour nous, 10 mètres, c'est la catastrophe. Parce qu'ensuite, ça menace même l'existence de l'écluse. En fait, le mur, ça paraît impressionnant, mais en réalité, c'est très fragile. Construire un tel mur en pierre sèche, sans ciment, capable de résister aux assauts des vagues, est un savoir-faire que Jean-Michel a appris de son père et de son grand-père. Mais ces écluses à poissons sont plus qu'un patrimoine bâti, c'est aussi un pan de la culture populaire. Depuis des siècles, l'organisation communautaire est la même. Cooptation, nombre limité de codétenteurs. Vas-y, La solidarité comme art de vivre. amène vers moi, là. Qu'est-ce que tu trouves ici? J'ai presque envie de dire tout, c'est-à-dire l'humilité par rapport à la mer. La patience aussi, parce que parfois on a des longues périodes sans pêcher, c'est un petit peu décourageant. Et l'esprit d'équipe, parce que c'est un esprit communautaire. Et ça, c'est très appréciable. Dans une société où on est de plus en plus livré à nous-mêmes, où tout est fait pour qu'on devienne de plus en plus individualiste, là, on doit compter les uns sur les autres. Au fil de leur histoire, les Oléronais n'ont cessé de chercher à tirer profit de l'océan sans avoir à trop s'y aventurer. Avec sa centaine de chalutiers, la Cotinière est aujourd'hui le premier port de pêche de la Charente-Maritime. Mais jusqu'au XIXe siècle, ce n'était qu'un petit havre naturel d'aspect fort modeste, avec une flottille d'une dizaine de chaloupes. Car c'est plutôt de l'autre côté, face au continent, que les activités maritimes se sont développées, dans le bassin de Marennes-Oléron. En convertissant les marais salants abandonnés en clair pour l'ostréiculture, les Charentais ont fait de cette zone le premier bassin de commercialisation des huîtres en Europe et le plus important centre d'affinage. Mais il y va de l'ostréiculture comme de l'agriculture. Entre les grosses exploitations et les plus petites, il y a plus qu'une différence de taille. Nous sommes au cœur du petit village ostréicole de Fort-Royer, un petit village qui est centenaire maintenant. Tu dis petit village, ça signifie qu'on est sur une ostréiculture artisanale, traditionnelle? Ancestrale même, j'ai envie de dire, puisqu'en fait ici rien n'a changé et c'est même aujourd'hui une grande fierté de pouvoir dire que tout se fait exactement comme avant. Pas de machine dans ces cabanes, tout se fait à la main. Alors nos huîtres, elles sont naturelles, c'est-à-dire qu'en fait elles naissent naturellement en mer, ça aussi c'est une grande fierté. Et puis on les élève dans les parcs à huîtres exactement comme avant, travaille la forme, la taille. Depuis 30 ans, Evelyne se bat pour préserver Fort-Royer et faire découvrir ce site exceptionnel qui est la porte d'entrée vers la réserve naturelle de Moise-Oléron. Waouh, je lève la tête, village. C'est carrément magique ce qu'il y a devant nous. Evelyne est l'une des rares à pouvoir emmener des gens découvrir cet endroit fragile. S'aventurer dans cette vasière exige respect et connaissance du terrain. Ça demande un savoir-faire particulier quand même pour se déplacer ici, hein. Allez, on décolle le talon et on se fait léger. Ah oui, d'accord. Léger, c'est ça? Léger. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'autrefois, ils faisaient tout ça, sabot de bois aux pieds. Ce qui est incroyable, c'est que moi j'ai l'impression d'être dans un autre espace, un autre monde. On a passé une frontière, quoi.
C'est un état de grâce la marée basse au niveau des vasières et même dans les parcs. Ça grouille de vie là, dans toutes ces vasières. On a une faune qu'on ne soupçonne pas. C'est pour ça que les oiseaux sont fidèles à ces espaces. C'est-à-dire ça, par exemple, là, quoi, un Des petit coq. coques, des petites coques, des lavagnons, la sentinelle de la vasière. C'est le quoi le lavagnon. lavagnon? Petit lavagnon, ici. C'est un coquillage? C'est un petit coquillage, un petit bivalve comestible qui se Ça, là mange. Oui, bien sûr. Ah ouais. Quand il y en a, c'est que la zone est propre. C'est aussi une flore particulière parce que ces plantes-là, il faut qu'elles tiennent le coup avec de l'eau saumâtre, de l'eau salée. L'eau salée, à marée haute, elles sont carrément dans l'eau. Alors là, ce que tu as, ce sont des spartines. Alors ça, c'est la pionnière. Hein. Celle-ci, quand elle pousse quelque part, c'est que la vasière est condamnée. À un moment donné, elle va tout coloniser. Ah ouais. Voilà, ouais. Et si tu regardes bien, entre les pieds de spartine, on va trouver des petits brins de salicorne. Et là, elle commence juste à repousser. Et du coup, ça, c'est un régal, la salicorne. Nos grands-parents mangeaient ça comme les haricots verts. Aujourd'hui, on les met dans le vinaigre. Voilà, c'est à la mode, la salicorne au vinaigre. Mais autrefois, c'était un légume qui se mangeait chaud. Hein, Moi, je n'ai jamais vu ça, Alors. quelle forme. Et là, elle est toute tendre. C'est un régal. Et ça se Juste mange. un régal. Ouais, croque. Un petit bouillaudé, salé. Ah, Oui, oui. écoute, c'est la première fois que j'en mange, j'adore ça. Bon, je commande ça pour Noël. On retrouve le sable là. Encore un autre espace, hein, c'est incroyable. hein. C'est pour ça que c'est un domaine aussi riche. Voilà, hein, on a leurs Voilà. traces là des Ouais, oiseaux. ouais, ouais. Alors là, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont partis. Hein. Les oiseaux migrateurs sont repartis. On les retrouvera, pour la majorité d'entre eux, on les retrouvera à partir du mois de septembre. Là, pour l'instant, la vasière, c'est un petit peu le désert hein, cette saison. La richesse de ce milieu, il profite également aux ostréiculteurs de Fort-Royer. Ah bah, c'est certain qu'ici, si les hommes se sont installés, c'est justement parce que c'est un endroit extrêmement abrité. Et c'est effectivement un endroit où les huîtres grandissent bien. Donc ce sont des champs de paquets d'huîtres et à perte de vue. Tu es très sensible, toi, à l'histoire de l'ostréiculture. Tu penses assez souvent, j'ai l'impression, à ceux qui ont créé ces espaces. Bien sûr, parce qu'on leur doit tout. Il faut imaginer que quand les premiers sont arrivés là, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien, une étendue de vase, c'est tout. Et d'ailleurs, tout ce que les hommes savaient, par exemple, pourquoi les huîtres ici grandissent mieux qu'ailleurs, pourquoi les larves arrivent plus à un endroit qu'à un autre, nos anciens l'avaient remarqué, c'était des traditions ancestrales qui se transmettaient et que les scientifiques ont expliqué après, en expliquant les courants marins. Il y a des années où ça fonctionne très bien, des années où ça marche un peu moins bien, ça fait rien. On est dépendant de la nature, c'est comme ça. Il faut 4 ans ici pour avoir une belle taille moyenne. Et puis c'est vrai aussi que c'est un métier quand même à part, quand on les regarde travailler, il n'y a pas de machine. Tout se fait encore à la main, C'est physique, hein. c'est très physique. Ça travaille, hein. Hervé, est-ce que vous pensez que les gens qui mangent des huîtres, ils se doutent du boulot que c'est avant pour vous? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait que les huîtres de Marennes, elles ont ce goût si particulier? Une histoire de terroir. En fait, sur le bassin de Marennes-Oléron, nous avons des clairs. Et le fait de les passer en clair, faire de la fine de clair, donne ce goût spécifique à l'huître de Marennes-Oléron. Tout C'est simplement. étonnant parce que le mot terroir, d'habitude on l'associe au vin, il y a quelque chose de similaire. C'est pareil, le sol joue aussi bien pour le vin que pour les huîtres. Et là, quand vous êtes ici, il n'y a pas des fois où vous dites j'aimerais être ailleurs ou c'est toujours un On est plaisir? bien ici. On est pas mal ici. C'est vrai qu'on est pas mal. La patronne est un peu capricieuse, mais bon. Est-ce que tu sais comment s'appellent les gens qui travaillent de ce côté-là de l'île d'Oléron, qui travaillent dans les parcs? En patois, on dit que ce sont des chuvazoutes. Des chuvazoutes parce que c'est des gens qui ont toujours le derrière dans la vase. Voilà. T'as de la fierté à faire partager cet endroit. Bien sûr. Quand on est au cœur des parcs, la vie est suspendue en fait, juste le temps de la marée basse. C'est une course contre la montre perdue d'avance parce qu'on n'a jamais assez de temps pour travailler. Et puis, on est vraiment au milieu de nulle part ici. Bien sûr, c'est les hommes qui ont façonné tout ça, mais on est quand même très loin de la civilisation. Et peu de gens, finalement, aiment venir patauger dans la vase. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est bien ici. Bah, tu sais quoi, tu m'as convaincu. Hein. Parce que moi, je suis heureux dans la vase, Voilà. vraiment. Là, avec On est le bien. soleil et tout. Nous mettons maintenant le cap vers le sud de l'île, dans cette partie que l'on surnomme la côte sauvage.
Pour la découvrir, l'idéal est de prendre le petit train de Saint-Trojan, créé en 1963. Il relie la cité balnéaire aux plages de l'océan, avec sa voie tantôt au bord de l'eau, tantôt en forêt. Un voyage au cœur des paysages qui raconte la confrontation des hommes avec cet environnement si particulier. Cette grande forêt gérée par l'ONF, elle a été plantée au 19e siècle. Elle n'est pas naturelle. Ça signifie quoi? Qu'il n'y avait pas de forêt auparavant sur l'île d'Oléron? Ah si, dès le Moyen-Âge, il y avait une forêt sur l'île d'Oléron. Hein. Elle colonisait l'arrière de la dune et elle était composée essentiellement de chênes verts. Et qu'est-ce qu'elle est devenue alors, cette forêt primaire? Mais comme les Oléronais étaient des agriculteurs, ils l'ont exploitée pour la construction, pour le chauffage. Et puis progressivement, elle a disparu. Et les dunes ont commencé à se mettre en mouvement. Et puis elles ont envahi progressivement les cultures, un certain nombre de villages, et jusqu'au village de Saint-Trojan lui-même. À l'époque de Louis XIV, on a un ingénieur géographe qui passe ici et puis qui dit « Je suis passé à cheval là où était le clocher du village de Saint-Trojan ». C'est-à-dire que l'église, elle est encore aujourd'hui sous le sable. Tout à fait, l'église et une partie du village ancien se trouvent sous des dunes aujourd'hui. En plantant cette forêt, les hommes ont su limiter l'envahissement des terres par le sable. Mais la nature n'est pas une machine facile à maîtriser. L'île d'Oléron est soumise, comme toute la façade atlantique, à l'érosion marine. Et c'est ici que le recul du trait de côte est le plus visible. Quel terminus? On est à quel endroit là, Thierry? Ah ben là, c'est le terminus du petit train de Saint-Trojan, on est à Montmusson et c'est vraiment un endroit extrêmement dynamique parce qu'on est sur une très grande plage, hein. Il fait plusieurs kilomètres, on est à la pointe sud de l'île d'Oléron et dans une zone où finalement les rapports entre le sable et la mer sont très compliqués, la côte n'arrête pas de bouger. C'est-à-dire, ça recule à peu près de combien? Ben là, depuis 30 ans, on considère que ça a reculé d'1 kilomètre environ, hein. Donc la station terminus était 1 kilomètre plus loin dans la mer. C'est un phénomène récent, cette érosion? C'est un phénomène très très ancien. À l'époque de Louis XIV, elle était très en avant. En 1820, elle était très en arrière. En 1950, elle a à nouveau repris une place considérable puisque le train s'arrêtait 1 kilomètre plus loin. Et elle est à nouveau en train de reculer. Donc en fait, la côte ne recule pas toujours. Il arrive que par moments, elle s'engraisse à nouveau. Oui, tout à fait. C'est complètement le phénomène qu'il faut avoir en tête. Le prof d'histoire que tu es, quand il vient s'allonger sur sa serviette ici, j'imagine quand même qu'il y a des moments où il regarde cet espace en pensant à ce qui s'est déroulé il y a plusieurs siècles ici. Je pense immanquablement à cette zone comme une zone de naufrage extrêmement importante, hein, puisque la plage de Montmusson, il y a une étymologie particulière que tu connais peut-être, hein, c'est le mauvais passage en réalité. On était à proximité de l'entrée de la Gironde. Bordeaux était un port de commerce extrêmement important. Et donc la plupart des navires qui venaient d'Europe du Nord ou du Sud et qui voulaient entrer en Gironde, ils prenaient le risque, ils couraient le risque de s'échouer sur les sables de Montmusson. Hein. On voit encore des traces de naufrage là, le long de cette côte. Alors, il y a une épave qui découvre 2 fois par jour, hein, puisqu'il y a 2 marées basses quotidiennes. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est un navire qui était chargé de phosphate. Il arrivait d'Amérique du Sud et l'épave est encore là. Qu'est-ce que tu trouves ici? Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement sur l'île sur laquelle tu vis? Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la diversité de ces paysages, la possibilité de pouvoir se retrouver seul ou quasi seul à certains moments de l'année. Et ça, c'est particulièrement agréable. Il y a un pont depuis 1966, mais tu te sens quand même sur une île? Alors, on se sent sur une île ici sur Oléron parce que, quoi qu'il y ait 24 000 habitants, du moins c'est ce que les recensements nous disent, on finit par, disons, se sentir dans une communauté, quoi. Ça, je pense que c'est assez caractéristique finalement des sociétés insulaires. Et en dépit du fait qu'il y ait le viaduc et donc le rush touristique chaque été, ça c'est quelque chose qui reste quand même assez important finalement dans la manière dont on voit l'île d'Oléron.
C'est de la plage de Gatso qui marque la séparation entre l'océan Atlantique et le pertuis de Maumusson que nous allons vous saluer. Un endroit qui peut aussi bien ressembler par beau temps aux Caraïbes, sans les palmiers, que se transformer en enfer pour les marins lorsque les éléments se déchaînent. Comme tous les territoires en mouvement, en perpétuel changement, l'île d'Oléron ne se livre pas facilement. Il faut de la curiosité pour aller dénicher ses trésors et bien sûr du temps pour partager avec ses habitants un peu de son intimité.